Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et j'ai remarqué en écoutant les 2 derniers épisodes qu'il y avait un espèce de bruit de fond, un peu comme une perceuse ou un truc un petit peu désagréable pendant tout l'épisode. Je suis désolé pour ça, je m'en étais pas vraiment rendu compte en enregistrant. Mais je vais continuer à enregistrer malgré tout en extérieur, malgré le bruit du vent, la circulation, un peu tout ça. Je pense que c'est pas très grave, ça fait une ambiance sonore. Et le plus important, c'est que moi je sois inspiré pour te raconter ce que j'ai à te raconter. Et bizarrement, je suis plus inspiré en extérieur, malgré la chaleur étouffante qu'il fait ici à Miami, puisqu'il fait 33 degrés, ressenti 39. Et je peux te dire que c'est vraiment ce que je ressens. Donc je reste pas très longtemps. Aujourd'hui, on va faire un podcast questions-réponses. Ça faisait une semaine à peu près qu'on n'en avait pas fait, j'essaie d'en faire un toutes les semaines. Vous m'avez posé des questions, d'ailleurs si tu as de nouvelles questions à me poser pour que j'y réponde dans un prochain MakerCast, n'hésite pas à le faire. Tu as un lien qui se trouve dans les notes de cette émission. Et c'est pas mal puisque chaque semaine on se retrouve avec à peu près pile poil le nombre de questions dont j'ai besoin pour remplir un épisode. Donc jusque là on est bon, continuez à poser un petit peu de questions mais pas trop. Et j'ai à chaque fois de nouvelles questions, donc ça c'est cool. Première question de Khalil. Bonjour Antoine, c'est bien ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais être transparent sur tes revenus et est-ce qu'à ce stade, tes business te permettent de mener ce train de vie en voyageant ou est-ce que tu as un soutien financier de ta famille? Merci. Alors, on me pose très souvent cette question, surtout envers les gens que je rencontre en vrai. Ils me disent « Ouais, mais combien tu gagnes? Allez, dis-le nous et tout. » Je comprends qu'on se pose cette question parce que c'est vrai que quand on se lance dans une nouvelle activité, et c'est peut-être ton cas, Kali, et c'est peut-être le cas d'autres gens qui m'écoutent, on a envie un peu de savoir comment s'en sortent les gens de cette activité-là. On a envie de savoir si ça se passe bien, si on va s'en sortir nous-mêmes. Et donc ça peut être rassurant d'avoir des chiffres. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de marketeurs ou de gens qui créent du contenu sur Internet qui disent précisément combien ils gagnent, qui donnent des chiffres, qui montrent des tableaux. Et je veux pas faire partie de cette catégorie-là, et c'est pour ça que je donnerai pas de chiffre précis sur combien je gagne. Alors c'est assez facile de le deviner parce qu'il y a souvent des indices. Enfin, de toute façon, tu le vois à toutes les offres que je peux faire. Je veux dire, si ça vendait pas, je ferais pas toutes ces offres, je ferais pas cette promotion-là, et je sortirais pas autant de formations. Mais juste oui, ça marche bien. Mais je dirais pas de chiffre précis simplement parce que je veux pas me transformer en vendeur d'argent. J'en ai déjà parlé, mais c'est souvent un peu le travers qui est pas forcément un travers, mais que moi je considère comme un travers pour moi, parce que moi je me considère pas comme vendeur d'argent, c'est-à-dire comme personne qui dit voilà, achète ma formation et tu vas gagner tant, ou alors achète ma formation et tu vas être comme moi et tu vas gagner tant. Je préfère dire achète ma formation et tu vas développer une compétence, et c'est avec cette compétence que tu vas pouvoir gagner ta vie et que tu vas pouvoir voyager et que tu vas pouvoir avoir cette liberté qui est extraordinaire. Et bien sûr ça, j'en fais la promotion parce que c'est la raison pour laquelle moi je me suis lancé au départ, mais il faut d'abord avoir envie d'avoir cette compétence, et j'ai pas envie d'avoir des gens qui achètent mes formations uniquement pour gagner de l'argent ensuite, mais qui n'ont pas envie de développer cette compétence et qui sont pas passionnés par ce qu'ils font, parce que je pense que ces gens-là ne vont pas réussir. Et je pense que ce serait malhonnête de ma part de vendre des produits à ces gens-là uniquement pour faire de l'argent en sachant pertinemment qu'ils vont pas réussir. Je préfère vendre des produits à des gens qui ont le potentiel de réussir parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont d'abord intéressés par ce domaine de compétences et parce qu'ils sont intéressés, qu'ils sont passionnés par la création de contenu. C'est pour ça que je le fais pas, c'est pour cette raison simple. Maintenant voilà, il suffit de regarder un petit peu, parfois il y a des indices, je gagne bien ma vie, je m'assume, ça fait depuis que je suis parti en voyage, depuis mon premier voyage, que je vis de ce que je fais, que je vis de la vente de mes formations quasiment exclusivement. Alors ça n'a pas toujours été facile, au début c'était difficile, mes premiers mois, tu pouvais le voir, j'étais pas dans des super hôtels, j'étais plutôt dans les petites auberges, dans les petits trucs. J'étais en Asie du Sud où ça coûte pas grand chose de vivre. Aujourd'hui je peux me permettre de voyager à New York, à Miami, dans des endroits où c'est un peu plus cher, enfin où c'est même nettement plus cher, mais voilà, c'est parce que je gagne ma vie avec ce que je fais, et je considère pas, enfin pour moi il est pas concevable de demander de l'argent à mes parents. C'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire le jour où je suis parti en voyage, et je me suis dit maintenant je me débrouille. Tu sais à quel point c'est important pour moi la mentalité de la responsabilité, et pour moi ça démarre avec à partir du moment où tu sais que tu es capable de gagner ta vie. Si un jour tu es dans la merde, tu cravaches, tu travailles 3 fois plus, mais tu demandes pas d'argent à tes parents, parce que j'ai envie d'avoir cette liberté là, tout simplement. Donc voilà, donc moi je suis bon pour gagner de l'argent, je suis mauvais pour le garder. Par contre, j'ai beaucoup de mal à mettre de l'argent de côté, j'ai tendance à tout dépenser et à galérer le jour où il y a les impôts qui passent, notamment parce que je suis pas trop de comptes, tu vois, je suis pas trop en mode faire des comptes précis et tout, tu vois, je suis pas très bon avec l'argent. Tout ce que je sais c'est comment en gagner grâce à ce que je fais, donc je le fais bien, et j'estime que voilà, quand je préfère mettre de l'énergie à trouver de nouvelles façons d'améliorer mon business plutôt que de mettre de l'énergie à économiser quelques euros par-ci par-là, même si je devrais probablement plus le faire.
Ensuite, j'ai une question de Alexandre qui me dit « Salut Antoine, je m'appelle Alexandre, je suis photographe amateur et j'aimerais proposer des shootings photos et également mon expérience dans la photo à des entreprises pour des photos de produits ou des magasins ou des magazines peut-être, ou des magasins, je sais pas. Seulement, je ne sais pas comment faire. Manque de confiance en moi. » Alors, Alex, on a déjà parlé de ce sujet plusieurs fois. J'avais même fait une vidéo là-dessus il y a à peu près un an, alors que j'étais, je crois que j'étais aux Philippines. Je pense que le métier de photographe, c'est un métier qui est en guerre. C'est une guerre d'être photographe aujourd'hui parce qu'il y a énormément de gens qui veulent le devenir. La demande n'est pas aussi importante que l'offre en termes de job, j'ai l'impression. Et comme dans toute guerre, il y a beaucoup de morts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui galèrent et qui sont obligés de faire un autre boulot à côté pour survivre. Et donc pour moi la solution à ça elle est simple, c'est la spécialisation. Je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai fait hier ou il y a 2 jours, je sais plus, je crois que c'était hier, sur quelle est ta spécialité. Tiens, ça y est, il y a de l'orage. J'espère que je vais pas me faire foudroyer en direct, ça pourrait être intéressant pour le podcast, pas pour moi. Bref, pour moi la solution c'est la spécialisation, donc je t'invite vraiment à aller écouter le podcast d'hier que j'ai fait sur la spécialisation parce que tout est résumé là-dedans. Mais je pense que voilà, si tu veux être photographe et que tu veux te démarquer, le moyen le plus simple c'est d'être le meilleur dans une spécialité. Par exemple, j'ai un ami, son père s'en sort très bien en tant que photographe et son boulot c'est pas d'être photographe de tout, c'est d'être photographe de plats, c'est-à-dire qu'il photographie des aliments, de la bouffe tout simplement. Et il s'en sort très bien là-dedans parce qu'il a développé une vraie expertise, non pas dans le domaine très large de la photographie, mais dans le domaine de la photographie d'aliments. Et je pense que notamment dans ce métier-là de la photographie, je sais pas parce que je suis pas photographe, mais j'ai la conviction que ça a rien à voir d'être photographe de mariage, de faire des portraits pour les photos d'identité et de photographier des hamburgers. Je pense que c'est 3 métiers qui ont rien à voir et qui demandent chacun des compétences différentes. Et donc au lieu d'essayer de devenir un photographe un peu au-dessus de la moyenne ou un petit peu mieux que médiocre, essaie de concentrer peut-être toute ton énergie sur devenir photographe spécialisé dans un seul domaine et de montrer que tu es bon là-dedans, par exemple le meilleur photographe de sushi du monde. Et de créer un compte Instagram là-dessus et de mettre que des photos de sushi sublimes et de montrer que ton expertise grâce à ça, et ensuite laisser faire le bouche à oreille. Et le mec qui a un super resto de luxe de sushi qui se dit moi je veux le meilleur photographe de sushi au monde, ils vont pas aller voir un bon photographe, ils vont aller voir toi parce que tu es le meilleur photographe de sushi au monde. Et pour moi c'est la clé, c'est tellement simple et pourtant il y a tellement peu de gens qui le font, mais tu vois tous les grands artistes, tous les grands experts de leur thématique, c'est des gens très souvent qui se sont spécialisés, en tout cas qui ont débuté en tant que spécialistes et qui ensuite ont élargi leur thématique. Ensuite, question de Zoé, quel est le nom de la banque que tu utilises? Alors ça m'amuse vraiment parce que putain là c'est l'orage complet, j'espère que je vais pas prendre une douche parce que je suis en extérieur, il n'y a rien au-dessus de moi. Ça m'amuse vraiment parce que tu vois, je parle que de création de contenu quasiment ou de liberté dans mes podcasts et j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur des thématiques qui ont un peu rien à voir, comme le nom de ma banque, qu'est-ce que je mange. Et ça révèle à quel point ça peut être vraiment intéressant de créer du contenu qui vient du cœur et de faire passer des grandes idées parce que les gens s'intéressent à toi au-delà de simplement ton contenu, mais ils s'intéressent carrément à ta vie, à ton lifestyle, et ça je pense que c'est plutôt bon signe quand tu crées du contenu. Bref, pour revenir sur le nom de ma banque, alors les banques c'est horrible, je déteste les banques, tu vois, c'est des trucs du 19, enfin pas du 19e siècle, tu vois, mais du 20, c'est typiquement 20e siècle. Elles ont pas réussi leur passage au 21e, c'est des trucs qui sont extrêmement sophistiqués mais en même temps extrêmement lourds. Tu vois, genre Apple Pay par exemple est sorti, enfin ce qui permet de payer avec son iPhone, c'est sorti, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant. Bon les 3/4 des banques françaises le supportent pas encore. Tu te dis mais t'as l'impression que c'est pas compliqué et pourtant ça l'est parce qu'elles ont un espèce de système informatique qui est laborieux au possible. Et à côté, t'as des nouvelles banques qui sortent et qui ont fait table rase en fait de tout ce système hyper laborieux et qui ont créé des vraies banques en ligne, c'est-à-dire pas des banques en ligne adaptées sur une banque physique, c'est-à-dire qui bug toutes les 3 minutes, mais une vraie banque en ligne qui a été pensée pour être une banque en ligne. Et t'as par exemple N26, c'est la banque chez laquelle je suis qui est géniale, c'est une banque allemande mais tu peux créer un compte en France dessus. Alors tu peux pas créer de compte pro mais j'utilise pour mon compte perso. Alors tout est en ligne, c'est-à-dire t'as pas d'agence, bon t'as un support client bien sûr par téléphone si t'as besoin, mais t'as pas d'agence, ça tombe bien, moi j'ai pas besoin d'agence, je vais jamais à l'agence. J'ai jamais compris pourquoi il fallait aller à l'agence, à part pour se faire vendre des produits financiers. Et donc donc c'est une banque super, tu commandes ta carte, l'inscription se fait en ligne en 20 minutes, tu vois, par webcam. Alors moi je l'avais fait à l'époque c'était en anglais mais maintenant il paraît que tu as même des opérateurs français donc tu peux le faire même si tu parles pas anglais en avion.
il t'envoie ta carte et c'est génial, tout est instantané, mais vraiment instantané. C'est-à-dire quand tu fais une dépense, tu reçois une notification instantanément de ta dépense. Quand tu reçois de l'argent, c'est exactement pareil. Tu peux envoyer de l'argent instantanément à quelqu'un d'autre qui est sur cette banque. Si tu vas à l'étranger et que tu veux désactiver les paiements à l'étranger, tu peux le faire en un clic, ça se fait instantanément. Si tu veux augmenter ton plafond, tu as un curseur qui te permet de le faire en une seconde sur l'app, ça se fait instantanément. T'as pas besoin d'appeler ta banque. C'est fini les galères en fait. J'ai pas eu une seule galère avec cette banque et c'est la première fois que je suis chez une banque où j'ai pas de galère. C'est parfait, ça fonctionne, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a même pas de frais. Tu peux avoir une carte qui te permet d'avoir une assurance voyage et de partir en voyage à peu près n'importe où et quand tu veux et de pas avoir aucun frais quand tu pars en voyage. Ça coûte peut-être 10 € par mois, tu vois. Enfin, bref, c'est une banque qui est géniale. Il y en a d'autres qui sont en train de sortir comme ça, mais voilà. Et bientôt il y a Apple Pay qui va être supporté aussi, donc c'est top. Alors plein d'autres fonctions que j'ai oublié de te dire, mais c'est top. Ensuite, question de Geoff. Hello Antoine, si on n'a aucun appareil Apple, merde ça y est on commence à parler d'Apple, je vais me faire taper dessus, aura-t-on accès aux statistiques d'Apple Podcast? Celles de SoundCloud ne sont vraiment pas précises, je n'arrive pas à savoir de quelle plateforme viennent mes auditeurs. On va passer assez vite sur cette question parce que je sais que tous les auditeurs ne font pas de podcast, mais pour ceux qui font des podcasts ça peut être intéressant. Bientôt, dans la nouvelle version d'iOS, il y aura les statistiques pour les créateurs de podcasts, c'est-à-dire qu'on saura combien de vues ont été faites sur les épisodes et combien de temps les gens seront restés en moyenne par épisode, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et ce sera disponible en ligne directement sur internet, sur la plateforme d'Apple. Donc tu n'auras pas besoin d'avoir un appareil Apple pour les consulter. Simplement, si tu veux avoir des informations pour savoir de quelle plateforme viennent tes auditeurs, c'est pas Apple qui va te les donner, c'est l'hébergeur de ton podcast. Faut bien comprendre, j'ai dit plusieurs fois, mais quand tu mets un podcast en ligne, il n'est pas hébergé sur les serveurs d'Apple. Apple est juste un agrégateur, c'est-à-dire qu'Apple affiche des informations, mais qui sont hébergées sur un autre serveur. Ça peut être sur un hébergement privé, ça peut être sur SoundCloud, ça peut être sur d'autres services comme Libsyn. Moi j'utilise actuellement SoundCloud, donc c'est uniquement SoundCloud qui me donne les statistiques de quelle plateforme web, sur quelle plateforme sont consultés mes podcasts. En effet, ces statistiques sont très floues et très mal faites, donc je pense que le mieux et le plus simple c'est de faire un sondage tout simplement auprès de ton audience. Tu leur envoies, voilà, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Facebook, ça peut être via un formulaire Google. Tu lui demandes simplement, voilà, sur quelle plateforme écoutez-vous mon podcast, et à partir de ça tu auras des informations qui pourront peut-être t'aider à adapter la façon dont tu fais tes descriptions, ou alors ton contenu, ou alors les appels à l'action que tu fais pour que les gens puissent savoir où est la description par exemple. Ensuite, question de Thomas. J'ai un problème avec une de tes formations, où puis-je le régler? C'est très simple, il y a un support client qui est réactif, il y a Félix qui s'en occupe, qui répond généralement dans les 24 heures. L'adresse c'est support@antoinebm.com. support@antoinebm.com. J'ai conscience que c'est pas encore très bien affiché, je vais faire un effort pour essayer de faire en sorte que tous les clients aient un accès direct à cette adresse mail. Mais voilà, si aujourd'hui tu as envie d'acheter une formation mais que tu te dis ouais, si j'ai un problème de téléchargement ou d'accès, comment je vais faire? T'inquiète pas, il y a un support qui est actif, c'est pas moi directement qui m'en occupe, c'est Félix, mais il est à l'écoute et il s'occupera de toi si tu as un souci. Donc tu envoies simplement un mail et tu auras une réponse dans les 24 heures. Ensuite, question de Kizan. Que ferais-tu sans Internet? Alors ça c'est la question à 1 million. Que ferais-tu sans Internet? Alors, si je réfléchis un petit peu, je trouve qu'il y aurait des jobs intéressants que j'aurais pu faire avant Internet, qui existaient avant Internet. Par exemple, le job de copywriter. Copywriter, c'est quoi? C'est écrire pour vendre, c'est-à-dire écrire des pitchs de vente, ça m'intéresse beaucoup. Ou les mecs qui vendaient un petit peu, c'est en fait notre job qu'on fait là en tant que créateur contenu qui vendent des formations existait déjà avant, mais simplement c'était pas suivi via Internet, c'était via d'autres plateformes, c'était via courrier par exemple, envoyer des courriers aux gens pour faire vendre des produits, parfois des formations. Ces formations c'était parfois en DVD, en VHS, en cassette, même audio, ou en CD. Enfin bref, le métier existait déjà avant. En fait, c'est pas nouveau. Simplement, c'était d'autres supports. Ça aurait pu être un métier qui m'intéresse, je sais pas. Ou alors vendeur de porte à porte. Alors vendeur de porte à porte, ça peut faire un peu peur. On se dit un peu, c'est le mec que tu vas lui péter la gueule s'il vient sonner chez toi. Mais en vrai, ça a été assez populaire avant Internet, surtout aux États-Unis, et ça pouvait être assez. Enfin, à mon avis, c'était hyper formateur en fait. Si vous voulez apprendre la vente, il fallait faire ça. C'était hyper formateur. Tu pouvais tester les choses en direct, en ayant un feedback direct du client. Ça devait être génial. Dommage qu'aujourd'hui on puisse plus le faire, parce qu'aujourd'hui on se fait. Enfin, tu vois, tu te fais tabasser si tu commences à faire ça à Paris ou ailleurs, je pense. Pareil pour la vente par téléphone, c'est assez. Enfin, moi je l'ai fait un petit peu à l'époque où j'étais en stagiaire chez un vendeur de piscine sur Internet, et je peux dire que les gens ont beaucoup de mal avec les gens qui les dérangent pour leur vendre des trucs, et je comprends. Donc
Je pense que c'est très formateur. Aujourd'hui, on n'a rien d'aussi formateur que ça, mais ça devait être assez difficile, donc j'aurais pas forcément eu envie de faire ça toute ma vie. Maintenant, il y a journaliste spécialisé qui m'aurait aussi intéressé. Pourquoi pas journaliste tout court? Parce que voilà, je trouve que, j'ai toujours préféré les spécialisations et j'ai jamais vraiment, j'ai toujours préféré les journalistes spécialisés. Je pense que c'est les seuls qui connaissent leur sujet. Notamment, je suis beaucoup d'actualité Apple et nouvelles technologies, donc c'est un métier que j'aurais pu faire. Putain, c'est quoi ce bruit? Non, mais c'est carrément flippant. J'ai l'impression qu'il y a un cyclone ou un truc, je sais pas. Voilà, tu verras arriver le danger en direct, ça va être sympa. Je pense qu'on va renommer ce podcast, ça va être les histoires d'horreur d'Antoine BM. Ensuite, un truc que j'aurais pu faire aussi, c'est auteur de bouquins, alors de bouquins de non-fiction. C'est un truc qui m'intéresse aussi, même si c'est pas forcément facile de gagner sa vie simplement avec des livres. Mais en vrai, si on se pose la question, je pense que la vie est faite d'opportunités. Et je pense que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est juste une succession d'opportunités. J'ai découvert un monde qui m'a plu, j'ai suivi certaines personnes et pas d'autres, et c'est ça qui a forgé ce que je fais aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ça. J'aurais pu faire quelque chose qui avait rien à voir si j'avais découvert un autre monde. Peut-être si j'avais d'abord découvert le monde des startups, j'aurais essayé de fonder ma startup, j'aurais été plus dans un domaine entrepreneurial. Peut-être que si j'avais découvert le monde pas le monde du journalisme, parce que j'ai fait des stages dans le domaine du journalisme, ça m'a pas plu. Mais peut-être si j'avais découvert, je sais pas, le monde de la publication de bouquins, j'aurais voulu faire ça. Enfin bref, j'en sais rien. Mais je pense que c'est une succession d'opportunités, et je pense surtout que là on est en train de se dire mais si Internet n'existait pas on serait foutu, et je pense qu'en vrai c'est pas le cas. C'est à dire que si Internet n'existait pas, on saurait pas que ça existe et on n'aurait pas conscience de cette opportunité là, et finalement on aurait trouvé autre chose qui nous aurait passionné. De la même manière qu'aujourd'hui, si ça se trouve il y a un truc qui va arriver dans le futur qui sera génial, qui n'existe pas aujourd'hui, on n'en a pas conscience, et donc du coup on trouve qu'Internet c'est génial et on utilise cet outil qu'on a déjà. Et je pense qu'on a cette capacité finalement à faire avec ce qu'on a et à faire des trucs bien avec ce qu'on a, et j'espère que j'aurais fait un truc sympa. Mais j'en sais rien, Internet c'est quand même bien pratique. Ensuite, question de Clément, et je crois que c'est l'avant-dernière question, ouais. Avant-dernière question de Clément: te prépares-tu à la mort de SoundCloud? Penses-tu que la plateforme va disparaître? Quelle serait ta solution de secours? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, SoundCloud c'est l'outil que j'utilise pour héberger mes podcasts, qui sert surtout avant tout aux créateurs de musique indépendante, qui a des grosses difficultés économiques depuis plusieurs années parce qu'ils n'ont jamais réussi à trouver leur modèle économique, et qu'au bout d'un moment les investisseurs ils disent c'est bien gentil d'investir de l'argent dans une boîte qui ne rapporte pas, mais il faut bien qu'au bout d'un moment on puisse le récupérer. Donc SoundCloud est peut-être voué à mourir, on ne sait pas, sauf s'ils se font racheter ou s'ils trouvent, à mon avis ils se feront racheter, je sais pas. Mais c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres plateformes en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens ne consultent pas mon podcast sur SoundCloud, mais sur des agrégateurs, donc sur Apple Podcast, sur Stitcher, ou sur Pocket Cast, ou sur des applications pour iPhone et Android. Donc SoundCloud me sert simplement à héberger le podcast, et je peux l'héberger autre part. Il y a d'autres outils comme Libsyn que j'ai utilisé là pendant un moment, mais finalement je suis revenu sur SoundCloud parce que Libsyn était une horreur en termes d'interface. Libsyn, si tu veux avoir pas mal de fonctionnalités c'est bien. Si tu veux avoir une interface simple et jolie, c'est horrible. T'as Anchor qui est en train de faire des trucs vraiment intéressants dans le podcast, je t'en ai déjà parlé, Anchor, qui est une plateforme qui permet qui était à la base un peu le Snapchat du podcast, mais qui permet aujourd'hui de publier directement des audios en podcast, qui est pour le coup extrêmement simple à utiliser, peut-être un peu trop. Et ensuite t'as l'auto-hébergement, c'est-à-dire le fait d'auto-héberger ses podcasts sur sa propre plateforme, donc ça peut être sur un blog WordPress par exemple. Bref, c'est pas compliqué. Si SoundCloud meurt, le Makercast va pas mourir, faut pas s'inquiéter. On trouvera autre chose, c'est pas un problème. Et ce sera peut-être même une bonne nouvelle parce que aujourd'hui il y a... Attends, il y a encore un avion. Voilà, on va laisser passer. Voilà. Ce sera peut-être même une bonne nouvelle si SoundCloud meurt, parce que je trouve qu'aujourd'hui ça manque vraiment. Il manque vraiment une bonne plateforme pour héberger les podcasts, un truc simple où tu puisses faire, qui soit vraiment fait pour les podcasts, c'est-à-dire où tu puisses programmer par exemple tes épisodes, ce qui est pas possible sur SoundCloud. Et ce sera peut-être Anchor qui va faire ça, ou un autre, je sais pas, mais peut-être que si SoundCloud meurt, ça va accélérer l'apparition de quelqu'un qui fait les choses bien, donc ce serait plutôt cool. Dernière question de Fabien, encore un peu une question à 1 million. Bonjour, je suis débutant, j'ai commencé à publier tous les jours. Je vois une formation que je pourrais faire, mais je n'ai ni l'âme d'un formateur ni l'envie de l'être. En dehors de formation, que puis-je faire? Alors déjà, je voudrais dire un truc, c'est que créer des formations, c'est pas comme ça une idée bizarre qui est venue dans la tête de quelqu'un et il se trouve que ça marche et donc tout le monde le fait. Il se trouve que créer des formations, c'est assez logique en fait, parce que si tu crées du contenu, c'est probablement que tu apprécies de partager ce que tu sais. Et si tu apprécies de partager ce que tu sais,
bah probablement que faire une formation, finalement c'est juste dans la continuité, donc c'est peut-être quelque chose qui va te plaire aussi. À mon avis, il faut essayer. Moi au début je me voyais pas du tout formateur, tu vois, pour moi formateur c'était un peu comme prof, ça me tentait pas. Et puis j'ai essayé et puis j'ai commencé à y prendre goût, parce que finalement c'est juste partager ce que tu apprends, partager ce que tu sais, et si tu prends l'habitude de le faire dans ton contenu, bah ça va pas être très difficile dans les formations, et c'est probablement la chose la plus rentable que tu puisses faire pour gagner ta vie avec ton contenu. Pourquoi ? Parce que les gens, s'ils viennent consulter ton contenu, c'est pour apprendre des choses, ou alors pour se divertir, mais nous on parle davantage de contenu qui apprend des choses. Et donc la suite logique, bah, c'est finalement d'acheter des formations qui va leur permettre d'avoir le comment et d'avoir les étapes pour atteindre les objectifs dont tu leur parles. Et puis si malgré ça, bah, tu veux toujours pas créer de formation, si c'est vraiment pas ton truc, et c'est possible, bon bah t'as d'autres solutions. Tu peux vendre des services. Je pense par exemple, j'ai vu ça il y a pas longtemps, un gars qui s'appelle Thierry Kaasnovas. Alors il fait un peu polémique, on l'aime ou on l'aime pas. Il parle de diététique, d'alimentation. Et moi je trouve qu'il a des bons conseils quand même à donner. Et il vend notamment tout un tas de choses qui sont pas des formations, mais qui sont des trucs pour bien manger, des extracteurs de jus, des assiettes, des couverts. Il vend même, alors il a monté un truc de livraison de noix de coco carrément en France, de noix de coco bio. Donc c'est pas con, et tu vois c'est un truc aussi que tu peux faire. Alors je te dis pas que ce sera aussi rentable, mais ça peut l'être. Je sais que pour Thierry Kaasnovas ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça peut être aussi des produits physiques ou alors des services si tu trouves, où tu pourras peut-être te mettre en relation avec des gens qui le font. Ça peut être aussi un moyen très simple de commencer, c'est l'affiliation, ça veut dire vendre les produits des autres. Alors notamment à ce propos, mon programme d'affiliation là a été ajouté sur la plateforme. Ça veut dire que si tu es client d'une nouvelle formation là, Maker School depuis la formation thématique sur mesure, donc depuis la dernière formation qui a été lancée, si tu es client de cette nouvelle plateforme, tu as un nouvel onglet qui est apparu dans ton espace client qui s'appelle formation, donc qui s'appelle affiliation pardon, qui est seulement disponible pour les clients, qui te permet de faire la promotion de mes formations et de toucher 30% de commission si quelqu'un achète une de mes formations après être passé par ton lien. Donc voilà, ça coûte pas grand chose, c'est un moyen simple de gagner un peu d'argent si tu débutes et si tu es dans la même thématique que moi, ou si tu veux recommander ce que je fais à des amis. Voilà, tout simplement. Donc ceux qui étaient inscrits à l'ancien programme d'affiliation, parce qu'il y en avait un avant, il est plus valable simplement parce que j'ai changé de plateforme. Donc normalement je vous avais envoyé un mail, donc vous étiez au courant, mais si t'es pas au courant, ça sert à rien de faire la promotion des anciennes formations avec ce programme d'affiliation parce qu'il est plus valable. Simplement voilà, il y a le nouveau programme d'affiliation qui est en ligne avec les nouvelles formations, qui celui-là est bien valable et qui devrait être valable pour un bout de temps, parce que je suis assez content de cette plateforme. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est te faire sponsoriser par une marque. Ou alors faire de la publicité, mais ça tu peux oublier tout de suite parce que c'est vraiment se faire exploiter pour des miettes. Enfin j'en ai déjà parlé plein de fois, donc on va pas revenir dessus aujourd'hui, mais je suis contre la publicité. Puis ça fait chier tout le monde, franchement on va pas se mentir. À moins d'avoir des millions de gens qui te suivent, ça sert à rien. Et puis sinon, bah, ça peut simplement être un point d'entrée vers ton activité. Je sais pas, si t'es informaticien, si t'es boulanger ou n'importe quoi, bah, créer du contenu dans le domaine de ton activité, ça peut simplement te faire connaître en tant qu'informaticien pour ensuite pouvoir proposer tes services ou tes prestations. Voilà, c'est tout pour cette question-réponse. Je t'avoue, je commence à être un peu à bout de souffle là parce que j'ai vraiment chaud. Puis en plus, ça y est, il a recommencé avec le bruit là à côté, c'est infernal. Donc je vais simplement terminer ce podcast en te disant que j'ai remarqué, alors ça y est, grand retour sur la nouvelle bêta d'iOS 11, donc pour Apple Podcast, c'est le retour des notes. Donc on peut à nouveau laisser des notes sur Apple Podcast. J'avais arrêté de faire des appels à l'action là-dessus, j'avais arrêté de te demander de laisser des notes parce que j'avais l'impression qu'ils l'avaient enlevé dans iOS 11 et en fait ils l'ont remis. Donc c'est le retour de cet appel à l'action là. Si tu apprécies ce podcast, si tu penses que tu as appris des choses avec le Makercast, je te demande simplement une seule chose, tu auras à le faire une seule fois, une fois que c'est fait, c'est gravé dans le marbre. Je te demande de laisser un avis sincère sur iTunes, sur la plateforme donc d'Apple, donc Apple Podcast ça s'appelle. Donc si tu as un iPhone, un iPad ou un Mac ou un PC avec iTunes, tu ouvres iTunes ou tu ouvres Apple Podcast, tu ouvres l'application Podcast, tu tapes dans la barre de recherche Makercast en 2 mots, donc d'abord Maker, ensuite Cast plus loin. Ensuite tu cliques sur la vignette et ensuite tu vas voir dans notation, tu peux laisser une note. Tu laisses la note que tu veux, tu laisses un avis sincère sur ce podcast. Qu'est-ce que tu as appris en écoutant ce podcast, comment tu l'as découvert, quelles sont tes recommandations, pourquoi pas. Et ça te prend, voilà, tu te fais juste une seule fois, ça te prend 2 minutes et pour moi ça change tout, ça me permet d'être plus découvrable. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir bien sûr de voir vos notations. J'ai eu des super notes jusque là, on a dépassé les 100 notes. À chaque fois que j'ai lu, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, ça prend 3 minutes à faire, si tu peux le faire, c'est une énorme aide pour moi et c'est la seule chose que je te demande aujourd'hui. Merci, désolé pour le bruit, j'avais pas prévu ça et à demain.